à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Aujourd'hui, j'ai un invité de marque, Daniel de l'Opem. Il est Product Manager Senior, c'est Swissborg depuis maintenant 2 ans. Je vais rappeler quelques chiffres comme à notre habitude. L'application Swissborg a été lancée en 2018, 750 000 utilisateurs enregistrés qu'on appelle également des Swissborgers, présents dans plus de 100 pays, 250 collaborateurs. L'Exchange Smart par excellence, une application simple d'utilisation, intuitive, fiable et conviviable. L'enjeu est très simple, accompagner une adoption massive sur les technologies blockchain et sélective sur les opportunités du Web3. Une vision claire et assumée, rendre l'investissement accessible à tous en construisant la finance du futur. Dany, si je peux t'appeler Dany, je suis très heureux de t'avoir parmi nous et de te présenter à l'ensemble de la communauté des rois. Est-ce que tu peux très rapidement te présenter ? Tout à fait. Donc, bonjour à toi, Hermès. Bonjour à toute la communauté des rois. Grand plaisir d'être ici. Vous êtes tous familiers déjà avec l'écosystème Swissborg. Pour moi, c'est la première fois que j'ai l'opportunité de partager un peu mon profil et ce que moi je fais au sein de l'entreprise. Donc, pour vous donner le petit résumé, moi, ça fait, comme tu l'as mentionné, 2 ans que je suis chez Swissborg. Je m'occupe du côté produit de pas mal de différents produits sur cette période chez Swissborg. Là, plus récemment, sur les thématiques qu'on va aborder plus tard, je crois. Pour vous donner un peu le contexte, voilà, moi, je viens d'un milieu de beaucoup d'entrepreneuriat. Au début, j'avais pas forcément quelque chose à voir avec le Web3. J'avais une petite startup qui était dans l'immobilier d'ailleurs. Et puis, j'ai eu beaucoup de chance à la fin de mes études de pouvoir faire un exit dessus. Après ça, je me suis lancé dans le monde un peu plus financier par le biais des CBDC. Donc, pour ceux qui savent pas ce que c'est en anglais, c'est des Central Bank Digital Currencies. C'est un peu l'idée que les banques centrales du monde ont toujours encore par rapport à leur vision de la tokenisation des finances. Et c'est un narratif qui est plutôt dystopique si on fait pas attention. Et donc, nous, à l'époque, on s'est dit que on allait potentiellement essayer de créer une CBDC qui allait tenir la route sur le point de vue des droits humains aussi, le respect de la vie privée. Donc, on est rentré dans discussion avec la Banque centrale européenne par le biais de la Banque centrale autrichienne. Puis malheureusement, ça n'a pas réussi pour des différentes raisons, notamment la gouvernance. Et puis par la suite, je suis revenu vers Swissborg par le biais d'Anthony, qui est cofondateur, qui a déjà été sur le programme plusieurs fois, que je suis sûr que vous connaissez tous. Et donc, il m'a offert un travail chez Swissborg et on a commencé à collaborer depuis le reste de l'histoire. Donc voilà, beaucoup de choses qui ont déjà été faites, beaucoup de choses qui vont faire pour le futur et encore une fois, ravi d'être ici. Merci beaucoup Dany, on est aussi très heureux de t'avoir parmi nous. Je suis sûr qu'on aura l'occasion peut-être dans les prochains mois, prochaines années de reparler de cette expérience passée, peut-être infructueuse par rapport à ces monnaies numériques de banque centrale. On fera une parenthèse d'ici quelques mois, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui et je vais directement rentrer dans le vif du sujet. Parce que c'est toujours un plaisir d'avoir des acteurs du marché qui font partie de ce marché et qui sont faiseurs du marché parmi nous pour pouvoir vous poser toutes les questions et ce, sans langue de bois. On va parler ici d'opportunités, on va parler des thématiques, on va parler GameFi, on va parler DeFi et des narratifs. Mais avant de commencer, il y a quelques semaines, je crois que c'était le mois dernier, j'ai lu un tweet de Cyrus. C'était, je cite, une enquête pour les Swissborgers et pour l'ensemble de la communauté. Les thématiques sont pour lui le meilleur, bien meilleur que les ETF, mais ils ont peut-être été mal nommés. Quel serait dès lors le meilleur nom à leur donner ? Est-ce que ce serait panier ? Est-ce que ce serait collection ? Est-ce que ce serait bague ? Et effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ont répondu dans les commentaires et qui ont eu des idées plutôt bonnes d'ailleurs dans l'ensemble. Où est-ce que ça en est ? Et je vais aller même beaucoup plus loin. Parce que finalement, cette question, elle est clairement pas anodine. Et en y regardant de plus près, c'est même probablement capital pour communiquer et accompagner ce que vous faites depuis des années maintenant, des futurs cryptophiles en quête de découverte. Dès lors, quels sont aujourd'hui finalement les leviers qui sont mis en œuvre ou à venir pour séduire des cryptophiles adopteurs en devenir ? Ouais, c'était une excellente question. Comme tu dis, quand tu fais du B2C, surtout en crypto, dont l'objectif final, c'est d'avoir une adoption en masse de la population en général, en fait, la façon dont tu positionnes un produit, une narrative est hyper importante. Donc, pour donner un peu de contexte, les thématiques, déjà, ça a été nommé il y a plus de 5 ans, je crois, sans forcément une recherche de marché. C'était Anthony, sur une conviction qu'il avait avec Cyrus, qui se sont dit, les ETF dans le monde de la finance traditionnelle, ça marche. Ça devrait marcher en Web3 aussi. Donc, à partir de là, Swissborg s'est lancé dans un chantier énorme pour construire ce produit. Donc, moi, ça fait 2 ans que je le mène. J'ai eu la chance de travailler dessus aussi. Mais donc, on a commencé avec ce nom des thématiques. Et puis, c'était marrant parce qu'en plus, l'anecdote, elle est plutôt sympa. On était dans un train il y a quelques semaines avec Sai.
dans des wagons différents. On était justement en train de faire une roadshow dont tu as fait pas aussi, Hermès, à Paris. On a été de Paris vers Bruxelles. Puis moi, j'étais en train de parler avec une dame qui était plutôt charmante, qui était assise à côté de moi. Et tout d'un coup, j'ai ça qui me vient et dit Dani, en fait, thématique, c'est de la merde. Le nom, c'est vraiment de la merde. Je regarde et je comprenais pas trop. Je dis ouais, il faut qu'on change le nom. Je vais faire un tweet. Et donc de là, le tweet, c'était un tweet qui s'est fait très spontanément dans un train entre Paris et Bruxelles. Et c'était pour un peu le sentiment de la communauté. Tu vois, Swissborg, c'est toujours très communautaire, donc on a tendance à demander le plus possible à ceux qui sont les adopteurs et les cheerleaders de notre produit aussi. Et donc, on s'est posé la question. Je n'ai pas la réponse aujourd'hui si à quel nom on va le changer. Je crois effectivement que, en termes de compréhension pour quelqu'un qui n'est pas adepte de la technologie ou adepte du monde Web3 thématique, ça peut être abstrait, alors qu'un nom comme Panier est beaucoup plus direct et on a tendance à comprendre beaucoup plus facilement. Mais elle reste encore à voir. Peut-être le dernier point à faire sur ce sujet, c'est comprendre pourquoi les thématiques sont en fait beaucoup meilleures que les ETF. La grande différence étant sous le produit, sous le capot, pour mettre l'analogie. En fait, ce qui se passe quand vous achetez un ETF classique, comme maintenant fameusement les ETF BTC de Bitcoin, en fait, vous achetez une dérivative de. Donc, moi, je fais confiance quand j'achète un ETF de BlackRock de Bitcoin, je fais confiance à BlackRock pour garantir ma position du sous-jacent, c'est-à-dire Bitcoin. Par contre, en faisant ça, je prends un risque additionnel de contrepartie, qui est en l'occurrence BlackRock ou Vanguard, Fidelity, peu importe. Avec Swissborg, ça se passe complètement différent. Nous, quand on propose ces thématiques qui sont faites, c'est une émulation d'ETF. Nous, ces paniers qui peuvent comprendre entre 2 à 20 tokens, vous permettent en fait d'acheter directement le sous-jacent. Donc, typiquement, là, avec le gaming, qui est la dernière thématique qu'on a sortie aujourd'hui d'ailleurs, vous avez la possibilité d'acheter 9 tokens de gaming en un seul coup. Et quand vous achetez ces tokens, vous achetez vraiment ces tokens. C'est pas un produit synthétique d'eux, c'est pas une dérivée d'eux. C'est le token qui est gardé dans votre propre compte Swissborg, ségrégé de tous les autres comptes Swissborg. C'est-à-dire que dans le pire des cas, même si demain Swissborg n'existerait plus, vous n'aurez pas le scénario de FTX ou Celsius et tous les autres, où après il faudrait passer par le marque de la loi, le cadre légal pour récupérer vos actifs et encore, avec un peu de chance. Chez Swissborg, finalement, vous aurez 100% droit à vos actifs sans devoir passer par n'importe quel cadre légal. Et là, la grande force de Swissborg et la différence éthique aussi, morale qu'on porte par rapport à ce genre de produit. Ok, c'est très intéressant. En fait, c'est une forme d'ETF améliorée par rapport à des actifs sous-jacents qui sont directement la détention des utilisateurs concernés. En revanche, on ne peut pas ressortir de la thématique, ça je pense que c'est plutôt une question logicielle, une partie des tokens qui ont déjà été investis. Je ne peux pas, par exemple, je vais prendre un exemple très concret, j'ai du AVAX dans une thématique, je ne peux pas juste sortir des AVAX, je suis obligé de sortir en fiat ou en USDT pour pouvoir après réallouer cet argent-là. Est-ce qu'il y a peut-être une évolution dans ce sens-là ou est-ce que ça reste le plus simple possible, et j'encourage cette idée-là de rester le plus simple possible, le plus intuitif possible, ou est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être customisées dans l'avenir par rapport à ce mécanisme? Donc, effectivement, comme tu dis, je crois que la simplicité, il ne faut pas la sous-estimer. C'est hyper important pour le commun des mortels, des investisseurs qui n'a pas 8 heures par jour pour rentrer dans le monde crypto comme potentiellement toi. Donc, finalement, nous, le parti pris au début, c'était de miser sur l'adoption par le biais de la simplicité. Donc, nous, ce qu'on permet de faire par la thématique, finalement, c'est rien d'autre que l'abstraction d'émotions quand on fait l'investissement. Ça, c'est la base même du produit. C'est-à-dire, finalement, ce qui se passe, c'est quand on achète un produit, un actif ou un token, on a tendance à, qu'on le veuille ou pas, de rentrer émotionnellement dans cet investissement, que ce soit à court terme, que ce soit à long terme. Imaginons que j'ai acheté la VAX quand le prix était très élevé, puis j'ai reperdu. Mon émotion me dit, il faut au moins que je revienne sur mon break-even sur 0.0. Je ne peux pas vendre avant, alors que potentiellement, ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est le vendre le plus rapidement possible parce que le coût d'opportunité est énorme. La thématique vous permet d'investir dans une conviction que vous avez, que ce soit maintenant le best blockchain ou le gaming ou autre. Vous dites, je crois dans le futur du gaming. Je fais abstraction de quels sont les tokens dedans. Je fais en quelque sorte confiance dans le savoir-faire de Swissborg, la thèse d'investissement, de Swissborg aussi dans l'occurrence ici de Xborg pour le gaming. Et finalement, cette thématique, c'est un portfolio qui est vivant, qui évolue avec le marché, avec l'industrie. Et donc, finalement, si on te permet de sortir de la VAX, que la VAX et regarder le reste, en fait, il y a beaucoup de complexité opérationnellement, effectivement, parce que chacun aurait potentiellement la même thématique, mais avec une pondération différente. Donc, ça devient beaucoup plus flou en termes de valeur ajoutée et de la porteur même du produit. Et d'autant plus, on rentre encore une fois dans ce problème de, voilà, pourquoi garder ce token? Et en fait, on perd la plus-value d'expertise donnée par la thématique.
Donc, encore une fois, je crois que dans un premier temps, on va garder très simple, c'est l'idée en tout cas. Pourquoi pas dans un deuxième temps, surtout si à un moment donné on irait on-chain et la modularité, ce serait beaucoup plus facile à implémenter, offrir un autre produit qui peut être similaire, qui peut se baser sur la même architecture, mais qui pourrait effectivement donner pour un certain profil d'investisseur plus de flexibilité par rapport à comment modulariser justement ce produit. Après, c'est pas quelque chose qui se passerait de suite. Je crois qu'on a encore un petit chemin devant nous, mais effectivement, ça serait une bonne idée, mais je crois pas dans un premier temps. Clair et limpide. Ça mérite d'être très clair par rapport à cette simplicité et je m'inscris complètement dans cette logique par rapport à des futurs utilisateurs et adopteurs qui devraient rejoindre d'un point de vue européen et japonais depuis quelques semaines maintenant. Donc c'est une très bonne nouvelle également. On en avait déjà parlé avec Anthony relativement récemment. On va rentrer un petit peu plus profondément dans les thématiques par rapport à mes recherches personnelles, mes recherches fondamentales au travers les différents projets cryptoactifs, mais également Swissborg de façon plus générale. Quand vous élaborez une thématique, vous partez toujours d'un narratif. On va prendre l'exemple, et tu l'as dit tout à l'heure, la GameFi, que vous découpez systématiquement en 4 catégories bien distinctes. Des top performers, des top infrastructures, des top communautés, et ce qu'on pourrait appeler des coups de cœur, par exemple, 1 ou 2 coups de cœur qui sont intégrés dans la thématique. En y regardant de plus près, les projets d'infrastructure sont souvent, voire systématiquement, surpondérés, surreprésentés par rapport aux autres catégories. Est-ce qu'il y a une raison à cela, une raison précise? Et en prenant même un raccourci un petit peu rhétorique, est-ce que les thématiques choisiraient-elles davantage la sécurité et la résilience plutôt que la performance et les excès? C'est une question en plusieurs parties, je crois. J'essaie de commencer par le début. Donc, tu disais qu'on commence toujours par une narratif, c'est certes. Finalement, je crois que la faille dans laquelle on se trouve souvent dans l'investissement, c'est de partir sur ce qu'on appelle en anglais des first principles. Moi, personnellement, je trouve ça très important de se baser sur une thèse d'investissement, la construire sur ses principes fondamentaux. Et donc, c'est à partir de là qu'on essaie de construire une narrative. Pour vous expliquer un peu la narrative du gaming, ce qu'on a vu, c'est qu'on commence depuis le Covid à avoir une accélération énorme à niveau mondial d'adoption du jeu vidéo et du gaming au sens large. D'abord en Europe, donc pour donner un ordre d'idée, en Europe, j'ai les chiffres devant moi en plus. Si vous avez moins de 35 ans, si vous êtes un adulte entre 18 et 35 ans, il y a une chance sur deux que vous êtes un gamer. C'est-à-dire 50% des adultes moins de 35 ans, ils sont déjà gamers. Ce trend séculaire, en quelque sorte, est en train de s'expandre au-delà du marché européen, américain, vers des pays moins développés. Donc, on voit qu'il y a une croissance inhérente dans l'industrie qui est en train de se produire. Et en plus de ça, il y a un changement au sein même de l'industrie très important et fondamental qui est en train de se faire entre le gaming traditionnel, qui voulait le gaming des consoles et le gaming du jeu online, vers des mécanismes Web 3 et dans ce qu'on appelle nous la GameFi. Pourquoi? Parce que de plus en plus de joueurs sont en train de reconnaître que la blockchain et des mécanismes décentralisés permettent de récompenser de façon beaucoup plus équitative et méritocratique leur investissement dans le jeu et leur valeur ajoutée au sein de cet écosystème. Plutôt que passer par des grands studios de jeux, en fait, la Web3, la blockchain permet de faire une récompense directe aux joueurs et aux fans. Donc, il y a ce changement qui vient depuis en bas vers le haut qui est en train de se faire dans le jeu vidéo. Et vous combinez ces deux trends en même temps. Et en fait, vous voyez que la GameFi se positionne au centre de deux grands vents qui nous poussent depuis derrière. En plus de ça, on rajoute qu'il y a un bull run qui est en train de se manifester. Et on se rend compte que la GameFi peut être un des plus grands catalysateurs d'adoption et de croissance en crypto. À partir de là, ça c'était le début. On s'est dit, OK, la GameFi, c'est très intéressant. On a validé un peu toutes ces convictions par la recherche quantitative qu'on a tendance à faire. Et dans un deuxième temps, on va avoir des projets. Et donc là, encore une fois, une recherche quantitative, qualitative qui se fait avec l'équipe, avec, en l'occurrence aussi avec Xborg. On va venir en contact avec ces équipes et justement retrouver ce ressenti. Et une fois qu'on a une confluence de recherche quantitative et qualitative qui se fait, on commence à créer cette pondération qui, comme tu l'as dit avant, pour le moment, se focus davantage sur l'infrastructure plutôt que le jeu. Je crois que, en fait, ce que démontre cette surpondération sur l'infrastructure, c'est simplement le dynamisme du produit. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, si vous regardez les 3 derniers mois, les tokens qui ont performé le mieux, c'était des tokens d'infrastructure. C'était des Layer 1, des Layer 2, c'était Solana, Avax, Arbitrum, Celestia, etc. On est sur un marché porteur d'infrastructure. Je ne crois pas, à titre personnel, que c'est une tendance qui va continuer à long terme.
inévitablement, si on veut arriver à une masse critique d'adoption, il faut qu'on fasse un changement systématique de protocole, de focus protocole dans lequel on est aujourd'hui vers un focus application, en l'occurrence ici dans le gaming, les jeux. Mais malheureusement, on n'y est pas encore aujourd'hui. Enfin, malheureusement, c'est la réalité, on n'y est pas encore aujourd'hui. Donc, je crois que cette thématique, sans aucun doute, dans un futur, elle va davantage pondérer les jeux, mais elle reste agnostique finalement. Et c'est ça la beauté. Quand je dis parler d'abstraction d'émotion, c'est tout à fait ça. En fait, en bon français, on s'en fout de si c'est des infrastructures ou des jeux qui performent le mieux en ce moment. La thématique vient observer agnostiquement le marché et vient pondérer en conséquence par rapport à la performance des différentes catégories. En l'occurrence, maintenant, les infrastructures. Excellent. Est-ce que, par exemple, je prends une liste, je vous la mettrai d'ailleurs, je crois que j'avais vu une photo passer sur Twitter par rapport aux 120 plus gros projets d'applicatifs GameFi qui sont actuellement disponibles. Donc, il y avait 120 projets qui étaient potentiellement, on peut dire, prometteurs pour le prochain cycle qui est tant attendu. Est-ce que s'il y a un jeu qui sort un petit peu de l'ordinaire, puisque je l'ai sous les yeux avec 12,5% d'allocation au niveau de la pondération Illuvion, ça fait très longtemps qu'on en parle sur la chaîne, on est nombreux à être investis, et d'ailleurs c'est, je pense, une bonne approche et un très bon jeu pour essayer de transcender un petit peu les balbutiements de la vision qu'on peut avoir des jeux Web3 qui sont encore très pixelisés, etc. Je pense que Illuvium s'inscrit vraiment dans cette logique de beauté et de jouabilité. Est-ce que s'il y a un jeu qui vient à surperformer, sorti un petit peu de nulle part, que ce soit outre-Atlantique ou que ce soit en Europe, est-ce que c'est quelque chose qui serait très rapidement et voire immédiatement pondéré au sein des thématiques gaming? Est-ce que cette réactivité est connue par rapport à une forme de hype, un petit peu à l'image finalement de, je vais dire peut-être une bêtise par rapport à ça, mais c'est pas si différent, par rapport à Pokémon Go. S'il y a un Pokémon Go qui venait à hyper un petit peu la planète gaming, et notamment Web3, est-ce que ce serait quelque chose qui pourrait être introduit très rapidement au sein de ces thématiques? Techniquement, oui. Après, nous, on fait toujours attention à cette narrative de hype et tout ce qui est fait, tout ce qui monte très rapidement, parce que souvent, ce qu'on remarque en Web3, c'est que quand ça monte très rapidement, ça a tendance à redescendre à la même vitesse. Le problème principal aujourd'hui dans le gaming Web3, c'est, comme tu disais, c'est le manque de vrais jeux qu'on appelle des jeux AAA. Illuvium commence à rentrer dans cette catégorie des jeux AAA, donc c'est des jeux de plus grande qualité, donc des Fortnite, mais qui auraient des mécaniques Web3. Si un de ces jeux viendrait se manifester, effectivement, nous, on a la capacité d'être très, très réactifs dessus. L'équipe, finalement, elle passe sa journée l'équipe d'investissement chez Swissborg passe sa journée à observer le marché, à observer le jeu. Parmi d'autres narratifs, c'est pas la seule narrative qu'on observe, mais c'est une des grandes narratives qu'on observe. Donc, tout à fait, la réactivité serait potentiellement là. Après, encore une fois, ce qu'on regarde davantage, c'est aussi la retention. C'est toujours la métrique qui est un peu vient s'assouvir le plus rapidement dans le Web3 gaming. Souvent, il y a des mécanismes d'adoption très rapides qui se manifestent, que ce soit des airdrops, que ce soit des récompenses, des incentives que ces jeux présentent. Et après, ce qu'on voit, c'est que en fait, la retention des joueurs est très minime. C'est le genre de projet qu'on essaie d'éviter. Donc, on a tendance toujours à regarder un petit peu. On essaie de regarder. Il y a quand même un seuil minimum de liquidité qu'on recherche dans ce genre de projet et de market cap. Donc, il y a une balance à prendre. C'est difficile à quantifier cette ligne où elle se trouve, mais finalement, on n'irait jamais trouver des jeux qui sont trop récents, mais effectivement, si on voit qu'il y a un gros potentiel, on viendrait l'inclure. Un des grands exemples tangibles et empiriques du passé, pas dans ces thématiques-ci, parce qu'on vient de la sortir, mais dans Best Blockchain, c'était par exemple la relocation de Celestia. On a réalloué Celestia, je crois, si je ne me trompe pas, 10% de la thématique Best Blockchain. Et depuis, ça fait un x2, x3. Donc, on a fait un très bon jugement dessus. Après, c'est pas toujours le cas non plus qu'on sera à 100% bon dans nos jugements, mais effectivement, on essaie de s'améliorer le plus possible. Et surtout, voilà, on réussit aussi à regarder si on se tromperait, de réagir encore une fois très rapidement par rapport à ça. Tout ça sans avoir l'émotion, parce que finalement, voilà, c'est le but du jeu avec ces thématiques, c'est qu'on puisse faire ça de façon très agnostique. Ok, c'est bien compris. Merci pour ces grandes précisions. On va rentrer même maintenant un petit peu plus dans le détail. Je veux rester dans la catégorie gaming, parce qu'on va aussi parler d'actualité. C'est aussi le but, puisque ce sont des vidéos beaucoup aussi d'actualité qu'on fait quotidiennement sur la chaîne des rois. Cette semaine, il y a Xborg qui va lancer sa pre-sales. On a observé d'ailleurs plus de 4 millions de dollars d'intention d'investissement. Bon, on va dire franchement, le succès est au rendez-vous, voire de nouveau au rendez-vous, parce que avant cela, c'était l'année dernière, il y avait déjà eu une initiative, un Volt, un Alpha Deal, qui avait été proposé par Swissborg et à travers sa communauté. Ça s'était clôturé d'ailleurs en quelques minutes, j'ai presque envie de dire peut-être quelques secondes seulement. Maintenant, pour celles et ceux qui y ont participé
à cette early deal de l'année dernière. Quelles sont les différences avec cette nouvelle proposition d'investissement qu'on peut éventuellement observer, même si c'est pas directement lié à Xborg, puisque ça reste en fait dans une thématique finalement logique, une suite logique par rapport à ses antécédents. Est-ce que nous, on y est conviés en tant que Swissborger ou en tant qu'investisseur, et comment y participer, et surtout pourquoi y participer si on y a déjà participé précédemment? Avant tout, c'est le early deal qu'on a fait avec Xborg, si je me trompe pas, c'était en février ou mars 2023. C'était le tout premier alpha deal qu'on a fait chez Swissborg. Ce qu'il faut comprendre, c'est que alpha, nous, quand on crée du produit en Swissborg, on essaie toujours de trouver, on commence par un gros pourquoi. Qu'est-ce qu'on essaie de la solution qu'on essaie de ramener ici? Et ce que alpha fait chez Swissborg, c'est la possibilité de finalement se mettre au même niveau que du venture capital, que les gros VC de ce monde. Et c'est la possibilité d'investir dans des boîtes, dans des projets avant qu'ils soient listés sur des grands échanges, en fait, en phase privée. Ce que vous avez fait, ce que le droit des investisseurs alpha dans Xborg, c'est d'investir dans la toute première levée de fonds de Xborg. Je crois que la valorisation à cette époque-là était de 25 millions, qui aujourd'hui, ça serait un x10. Je crois qu'aujourd'hui, on est plutôt autour des 200 millions, si je ne me trompe pas. Il faut vérifier quand même, mais c'est plus ou moins dans ce ordre de magnitude. Donc finalement, ce qu'on a permis à ces gens-là, c'est de prendre un grand risque parce que Xborg, il y a 9 mois, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Mais finalement, la récompense, c'est simplement d'avoir fait un x10 déjà sur son investissement par la prise de risque qui était prise il y a 9 mois. Donc ça, c'est la possibilité de Alpha. Encore une fois, c'est du gros risque, mais potentiellement aussi un gros retour asymétrique justement par rapport au reste du marché. Donc ça, c'était l'opportunité il y a 9 mois. Maintenant, il y a une early phase, early bird deal aussi sur la vente du token. Donc, Xborg va sortir finalement ce token maintenant dans les prochaines semaines, les prochains mois. Je n'ai pas trop le droit de dire quand exactement, mais on n'y est plus, c'est plus très loin d'ici. Et donc maintenant, vous avez le droit, la dernière fois, pour ceux qui sont dans la communauté, d'avoir un accès privilégié à ce token avant qu'il sorte au grand public. Et la différence, encore une fois, ça sera la valorisation et donc, par conséquent, le prix. Si je ne me trompe pas, le prix ici sera autour de 20 centimes l'unité, alors que pour le prix public, ça sera potentiellement jusqu'à 50 centimes dans quelques semaines de temps. Donc finalement, c'est une récompense. Faire ce qu'on appelle une TGE, donc un Token Generation Event, sortir un token au marché, ça coûte très cher parce qu'il faut payer des market makers, il faut payer des fees de listage potentiellement. Et donc, cette early phase sale, en fait, ça nous permet simplement de financer ce lancement du token globalement et en même temps récompenser ceux qui sont le plus fidèles au poste, donc la communauté de Xborg et de Swissborg. Ok, et d'ailleurs, dans le même temps, ça me donne une transition, et merci pour ces explications. Donc, bravo à toutes celles et ceux qui ont participé à cette early deal d'il y a 1 an maintenant, à quel point ça va extrêmement vite, puisque les coefficients multiplicateurs, on s'y attendait quand même, serait très important. On avait fait d'ailleurs une vidéo avec Louis, je vous la remettrai en haut à droite pour celles et ceux qui ça intéresse. Et si vous voulez, pourquoi pas participer sur ces derniers moments par rapport à cette initiative Xborg, par rapport à ce projet prometteur européen qui s'appelle Xborg. Donc je vous remettrai le lien en haut à droite. Dans le même temps, il y a Swissborg qui propose, avec cette nouvelle thématique gaming, donc comme quoi tous les chemins se croisent et s'entrecroisent, un éventuel airdrop au niveau du token XBG. Est-ce que tu peux nous en dire davantage, puisque tu es le patron des thématiques? Est-ce que c'est une nouveauté d'ailleurs intéressante de compléter systématiquement l'apparition de nouvelles thématiques avec des potentiels airdrops? Est-ce qu'on pourrait le rentrer par exemple dans une forme d'initiative généralisée? Et voilà, est-ce que ça peut être potentiellement l'avenir des thématiques de se faire dropper un petit peu comme ce qu'on est en train de ressentir aujourd'hui dans l'écosystème, cette effervescence et cette multiplication de airdrops à l'approche d'un magnifique bull run qu'on pourrait éventuellement attendre dans les prochaines semaines ou prochains mois. Donc tout à fait. Je crois commencer par préciser que si on fait cette initiative de airdrop avec le XBG token, c'est parce qu'on a un respect énorme pour l'équipe Xborg, comme tu as dit. Depuis qu'ils ont commencé avec lui à la tête et tout le reste de l'équipe, c'est une équipe très jeune qui est très talentueuse, qui a beaucoup de talent et qui est en train d'avancer à très grands pas. Ce qui n'est pas évident en Web3 parce qu'il y a beaucoup de bruit, beaucoup de concurrence, beaucoup de barrières à surmonter aussi. Et Xborg, simplement, leur parcours jusqu'à présent est tout sauf remarquable. Donc, à partir de là, nous, on a collaboré avec eux sur ces thématiques. Et quand on fait un lancement, quand on fait un produit, on essaie toujours de trouver un peu une façon ludique de le faire et intéressante pour nos utilisateurs, une sorte de privilège exclusif pour faire part de la famille Swissborg. Donc là, en l'occurrence, on s'est mis d'accord avec lui pour mettre en place un airdrop de Xborg. Donc, je ne crois pas qu'on a mentionné ça encore jusqu'à présent, mais je suis ravi de le partager ici. Ce qui se passe, en fait, c'est qu'on va prendre partie des frais
généré par la thématique pour acheter du token du XBG après le distribuer en tant qu'airdrop à un utilisateur. Donc, c'est vraiment une initiative et un mécanisme que nous, on fait pour incentiviser, certes, l'adoption de la thématique, mais aussi pour récompenser nos utilisateurs. Et puis, si on voit que effectivement l'adoption et le buzz généré autour de cette initiative compense les frais pour Swissborg, pourquoi pas le généraliser dans un deuxième temps? De toute façon, je crois que c'est quelque chose qui est hyper intéressant pour l'utilisateur parce que il faut comprendre qu'avant tout, la thématique, c'est un investissement dans le futur du jeu et du gaming. Ce n'est pas un exercice de airdrop farming. C'est pas l'éthos et l'éthique de Swissborg. Par contre, effectivement, c'est un bon bonus au-dessus de l'investissement qu'on fait de recevoir quelques tokens de XBG. Et puis, la grande différence étant le vesting, c'est-à-dire le blocage. Je crois pour tous ceux qui ont encore investi dans le alpha deal qu'on mentionnait avant, je crois qu'il y a encore, si je me trompe pas, 8 mois d'attente pour débloquer ces tokens. L'avantage avec le airdrop de cette thématique gaming, donc si vous investissez dès cette semaine, vous recevrez des tokens dans les 30 jours après que le token soit sorti. Vous n'aurez aucun blocage sur ces tokens. Vous aurez simplement chaque mois un airdrop pendant 1 an de ce token qui va se faire dans votre compte Swissborg et puis vous aurez toute liberté d'en faire ce que vous voulez. Excellent, c'est un petit peu comme une idée de yield de farming autour de la thématique gaming, et on en reparlera dans cette vidéo. D'ailleurs, je vous le tease, c'est une question qui revient énormément au sein de la communauté et que je me suis énormément également posée. On a essayé avec Anthony, avec Cyrus, d'apporter des briques de réponse, mais là, on a un product manager, donc ce serait une question aussi qui lui sera posée, et je suis impatient d'entendre la réponse. Mais juste avant cela, j'aimerais revenir sur le token Borg. Tu es dedans, tu le vois être approprié par de plus en plus d'utilisateurs et d'adopteurs de ces ruptures technologiques. Et je me pose toujours cette même question si je devais l'expliquer à quelqu'un de complètement néophyte. Quelqu'un une connaissance à moi, mais qui fait pas partie de cet écosystème crypto ou blockchain. En fait, comment tu expliquerais toi à un néophyte du Web3 l'utilité du token? Comment tu l'aborderais avec cette personne? Donc, le Web3 nous permet, en fait, la grande différence entre le Web3 et la finance traditionnelle, c'est le manque d'intermédiaires pour arriver à une finalité. Donc, ce que permet de faire la tokenisation d'actifs, donc en l'occurrence, notre token propre à l'écosystème Borg, c'est de pouvoir, dans un marché secondaire très liquide, avoir une participation active dans un écosystème dans lequel on croit, dans lequel on a investi, dans lequel on a intérêt à long terme. Donc, la différence entre une action, si vous voulez, et un token, je crois que c'est la première base sur laquelle il faut comprendre quelle est la différence entre une action, parce que cette action, elle existe aussi, l'action Swissborg et le token CHD, justement dire, Borg, ils coexistent. Et d'ailleurs, grâce à la série A qu'on a fait l'année passée, on a permis à 17 000 utilisateurs Swissborg et membres de la communauté d'être actionnaires aussi de Swissborg. La grande différence, c'est que en tant qu'actionnaire, effectivement, vous vous appropriez en tant qu'actionnaire une partie même de la boîte de l'entreprise Swissborg, alors que le token, c'est une représentation dans le Web3 plus utilitaire et davantage en interaction directe avec les produits qu'on offre. Donc, aujourd'hui, le mécanisme principal du token et l'utilité du token Borg et pourquoi l'acheter, c'est les avantages qu'on peut avoir au sein de l'écosystème de Swissborg au-delà de la spéculation. Donc, aujourd'hui, si vous achetez des tokens Borg, vous avez le droit de pouvoir devenir premium. Et ces premiums au sein de Swissborg vous permettent d'avoir des avantages comme des frais réduits sur les échanges, comme un boost sur votre yield, sur votre revenu passif, sur différentes positions, ainsi qu'un accès privilégié à toutes les opportunités alpha comme celle d'Xborg qu'on a mentionné auparavant. Donc, il y a tout un spectre d'utilités et d'avantages qui sont directement liés à l'existence de ce token. Et donc, quand on réfléchit à l'utilité et à la valorisation de ce token, on réfléchit toujours à l'utilité donnée, la valeur ajoutée donnée à l'utilisateur même. Donc nous, aujourd'hui, comme tu l'as pu mentionner juste avant, comme on voit dans l'écran, nous, comme tout autre échange centralisé, on a pas mal souffert durant le bear market. Le prix a diminué de 90%. Aujourd'hui, on se tourne autour des 18 centimes, alors qu'on était à un moment donné au-dessous de 1,50 $. Donc aujourd'hui, pour remonter à cette valorisation et on l'espère, on croit, on est confiant à pouvoir revenir au-dessus du 1,50 $, à 3, à 5, potentiellement 10 $. C'est un peu le numéro magique qu'on a tous en tête. C'est justement de pouvoir rajouter de plus en plus d'utilité à ce token et en même temps d'augmenter l'adoption de ce token. Donc, c'est cette corrélation qui se crée. Au plus de gens qui adoptent le token, qui viennent au sein de l'écosystème Swissborg, au plus
il y a une pression acheteuse et donc, en l'occurrence, le prix va augmenter. Et en même temps, en plus de l'utilité qu'on arrive à donner au sein de l'écosystème, mais aussi en dehors de l'écosystème, en fait, là aussi, il y aura de plus en plus de valorisation sur ce token et les deux ensemble créent ce cercle virtueux qu'on essaie de créer, qui est forcément facile à dire et plus difficile à implémenter. Mais c'est tout l'intérêt pour le moment qu'on a chez Swissborg. C'est la priorité numéro 1 au sein de la boîte, c'est de faire remonter en bonne cause et sur des bons fondamentaux le token. Et c'est, je crois qu'il y a une grande équipe qui est en train de travailler dessus en tant que seul focus. Donc voilà, j'espère que quand le prochain bull market va vraiment dérouler, Swissborg sera dans la meilleure position possible pour justement le capitaliser et le faire transmettre au sein du prix de Borg. Excellent, merci pour ces informations. Il faudra surtout regarder au niveau de l'adoption par rapport à de nouveaux utilisateurs et Swissborger qui rejoignent la communauté. J'aurai ces yeux-là, moi, fixés sur les datas. Actuellement, vous êtes 750 000, me semble-t-il, utilisateurs vérifiés, plus de 150 000 traders ou spéculateurs investisseurs actifs sur l'application. Vous avez 100 000, je crois, premium aujourd'hui, un peu plus de 100 000 premium. Je crois pas que c'est tout à fait 100 000, je crois que c'est plutôt 50 000, si je ne me trompe pas, mais c'est 150 000 détenteurs de Borg au sein de l'écosystème. On a souvent discuté de ça avec l'ensemble de la communauté. On s'inscrit dans une logique d'adoption et d'acquisition, notamment nouveaux utilisateurs. Grosso modo, si on multiplie ces chiffres par 10, qui est complètement réalisable, si on parle aujourd'hui d'une entreprise telle que Swissborg, qui aujourd'hui rayonne au niveau européen et est très bien implantée d'un point de vue réglementaire, donc sécuritaire pour des potentiels nouveaux utilisateurs, en manque encore de confiance, et on en parlera peut-être en fin de vidéo par rapport à ça. Je reste assez confiant par rapport à la valorisation de Borg, surtout si vous amenez bien évidemment des nouveaux outils et de nouvelles utilités par rapport à celui-ci. Et pas forcément de l'étendre à d'autres échangeurs centralisés ou décentralisés. C'est pas forcément... Beaucoup l'attendent, mais c'est pas parce que c'est beaucoup plus liquide que c'est beaucoup plus valorisé. Et je peux vous donner quelques 100%. Dizaines d'exemples différents par rapport à de très bons tokens qui aujourd'hui sont très liquides et qui sous-performent bien inférieur à celui du Borg depuis quelques mois maintenant. Pour clôturer, parce que je crois que on en parlait justement récemment au sein de la boîte, pour vous donner un ordre d'idée sur le numéro magique, soi-disant, pour revenir à ce qu'on appelle une action de prix non linéaire, on aurait besoin de plus ou moins 15 000 nouveaux utilisateurs par mois. Aujourd'hui, on est déjà à 5 000. En fait, ce qui se passe avec 15 000 nouveaux utilisateurs par mois, ça représente plus ou moins une pression achetée de 5 à 6 millions de Borg par mois. Et c'est à partir de là où il y a un ordre de magnitude de différence entre la pression acheteuse et la pression vendeuse. Et c'est à partir de là qu'on arrive à créer un momentum au sein du Borg qui, en fait, porte le prix au-delà de la corrélation linéaire qu'il y a entre adoption et prix. Donc, c'est le numéro magique qu'on vise, c'est 15 000 nouveaux utilisateurs par mois. Dans un passé, on a fait 100 000 sur des mois en plein milieu du 2000. Donc, c'est là où vous voyez le prix exploser. Comme tu disais, c'est tout à fait faisable. On a aujourd'hui une gamme de produits beaucoup plus développée, un marketing beaucoup plus développé, une infrastructure beaucoup plus résiliente pour faire face à cette nouvelle vague d'adoption qui va sans doute venir. Et quand elle viendra, on est très confiant par conséquence de pouvoir justement refaire monter ce graphique que vous voyez devant vous. Et c'est tout l'enjeu qu'on a. Parfait. Merci beaucoup pour ces explications. J'aimerais revenir sur les thématiques. Je pense que c'est clairement le nerf de la guerre. C'est une question que je tenais à cœur de te poser parce que c'est une question aussi qui revient beaucoup en commentaire, notamment sur Twitter, notamment sur le Discord des droits du marché, notamment sur YouTube quand on a la chance de recevoir les fondateurs et les cofondateurs de Swissborg. Je vais te poser cette question. Peut-être que tu aurais une approche différente, peut-être des informations nouvelles à nous apporter. Et c'est d'ailleurs pleinement le sujet du jour au niveau de la thématique. En y réfléchissant, et en définition, elles sont accessibles, elles sont dynamiques, elles sont prometteuses, éclectiques, elles sont aussi extrêmement sélectives, mais terriblement frustrantes. Et je vais vous expliquer pourquoi, et je pense que c'est une question qui doit revenir régulièrement au moment du passage à l'achat. Pourquoi ? On sait que c'est difficilement tradable, et ça se comprend, ça reste des thématiques, et l'objectif c'est de ne pas avoir d'émotion et de pouvoir compter sur le temps, et non pas sur les montants. Concrètement, Swissborg s'est créé sur le yield farming, sur la DeFi. Et aujourd'hui, propose des rendements de staking très intéressants par rapport à des concurrents qu'on peut retrouver partout et éparpillés sur la planète. Mais ça, c'est immobile. Un petit peu dans l'image et dans la logique des thématiques qui sont très immobiles, avec de l'auto-investissement, avec une forme de dollar cost average qu'on pourrait éventuellement alimenter tous les mois ou toutes les semaines sur ces thématiques-là. Et pour aller plus loin, peut-être que, comme on a la chance d'avoir un product manager, est-ce que des solutions DeFi, de liquid staking, des restaking, mais directement sur l'application Swissborg au travers des thématiques,
serait peut-être demain possible. Car c'est clairement ma grande frustration aujourd'hui de bloquer du capital, oui, de le faire travailler, mais de là pas en tirer les fruits ou de staking ou de restaking qui serait en fait directement dans l'application sans pour autant que je le sache, mais une forme de récompense de rendement par rapport à cette inaction plutôt de staticité, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, c'est un petit peu ma question ici. Pourquoi ne pas avoir fait déjà et d'ores et déjà du staking directement au travers des thématiques qui est peut-être les grands absentes de ce formidable produit proposé par Swissborg? Donc oui, tout à fait. Avant tout, merci pour la question. C'est une question qui est très relevante et qui se pose effectivement au sein de notre propre communauté aussi de façon récurrente. J'empathise davantage avec la frustration que tu mentionnes, car comme on a tendance à faire chez Swissborg, malheureusement, et puis c'est un travail continu qu'on fait, on a tendance à promettre des choses qui après, on est un peu trop émotionné, puis on dit des choses, ouais, on va faire ça, et puis malheureusement, on se rend compte avec la difficulté du terrain. Donc, il y a eu une promesse il y a plus ou moins un an et demi, si je ne me trompe pas, qu'il y a avoir un yield sur les thématiques, donc un rendement passif sur ces thématiques. Après, moi, j'ai eu la chance de pouvoir reprendre le produit. On s'est rendu compte que c'est très compliqué à faire pour plusieurs raisons. En fait, il y a deux grands axes et cadres de pensée sur lesquels on pourrait agir pour implémenter un revenu passif sur ces thématiques et justement pouvoir offrir davantage, enfin, combler en quelque sorte l'activité de ce capital que tu mets en place dans ce produit. Soit on fait par la voie classique, soi-disant, comme on fait maintenant avec notre produit Earn, c'est-à-dire faire du stackage directement sur des protocoles. Mais comme tu mentionnais avant, en fait, le coût d'opportunité de cela, c'est la liquidité momentanée du produit. Quand je vais faire du staking sur un protocole, il y a souvent une période d'attente pour ressortir mon capital. Et en fait, tout cela, ça peut mettre en danger la thèse d'investissement même de ces thématiques, surtout pour des utilisateurs, on va les appeler des utilisateurs lambda ou normal, qui n'ont pas des connaissances très approfondies du marché, qui ne comprennent pas pourquoi cela se passe et qui eux, viennent dans ces thématiques pour avoir accès à un rendement passif. Mais imaginons qu'on est en 2022 et qu'il y a un événement comme Luna qui se manifeste, Celsius après par la suite, etc. Et en fait, le marché s'écrimble d'un jour à l'autre. D'avoir un produit d'investissement soi-disant diversifié et moins risqué qu'un achat seul d'un seul produit qui n'arrive pas à faire face à ce risque momentané. Et donc, Celsius s'effondre, le marché avec, et moi j'ai encore 8 jours d'attente pour sortir mes Ethereum, par exemple, d'un protocole, ou mes Solana d'un autre protocole. Et en fait, je n'arrive pas à combler ces investissements de diversification rationnelle. En fait, c'est un gros problème. Donc ça, c'est la première partie. Soit on crée une thématique où il y a un blocage, et donc je suis sûr qu'il y a des utilisateurs qui seraient prêts à prendre en compte cette barrière de liquidité et de temps et de flexibilité justement sur le temps, ou soit, personnellement, et je me permets de parler aussi d'un point de vue personnel, ma voie préférée, qui serait celle de passer par les liquid staking tokens que tu as mentionné auparavant. Donc les liquid staking tokens, pour vous donner un ordre d'idée comment ça marche, il y a plusieurs façons de faire, mais celle qui nous intéresse le plus à nous, ce sont des liquid staking tokens qui ont un reflet du yield dans le prix même de ce token. Donc, on a regardé des exemples concrets dans le passé pour les implémenter. D'ailleurs, il y a quelques mois, on était à 2 doigts de le faire. Après, malheureusement, il y a un événement qui nous a empêché de le faire, qui nous a fait repenser sur ce truc. Mais en fait, prenons l'exemple d'un token qui est très connu dans un écosystème dans lequel nous on est déjà dedans, celui de Solana, et le Liquid Staking Token de Marinade, donc qui est un des protocoles, un des plus grands protocoles chez Solana, qui offre un token qui s'appelle MSOL, qui est une représentation de Liquid Staking Token sur Solana. Ce qui se passe, c'est que ce que vous faites, c'est que vous venez avec vos Solana, vous les mettez sur Marinade. Marinade va staker ces Solana pour sécuriser le consensus du protocole Solana. Et en échange, on vous redonne ce qu'on appelle un Liquid Staking Token, c'est-à-dire MSOL en l'occurrence, qui vous permet de continuer à travailler et de faire fructifier votre capital au sein de la DeFi. Le problème, d'ailleurs, le mécanisme derrière MSOL, c'est que si le yield, le taux d'intérêt annualisé sur Solana pour le staking, c'est soi-disant 7%. Ce qui se passe, c'est qu'au début de l'année, un MSOL équivaudrait à un Solana, et à la fin de l'année, donc après toute une année, un MSOL équivaudrait à 1,07 Solana, soi-disant le yield actualisé. Donc, c'est sur le prix même que se joue ce yield. Et donc, vous le réalisez en le vendant. Ça nous permet d'être beaucoup plus liquide parce qu'en fait, on ne doit plus faire des stockages. Nous, ce qu'on viendrait faire, c'est acheter ces MSOL sur le marché secondaire,
les mettre, simplement remplacer du Solana par du MSOL, et par ce biais-là, pouvoir vous donner directement les récompenses de yielding et du staking, sur Solana dans la thématique, de façon tout à fait, il n'y a aucun changement technique à faire. C'est très facile pour nous d'implémenter d'un point de vue opérationnel. Et vous allez réaliser votre yield de toute façon. Le problème, c'est le risque de contrepartie. Acheter du MSOL, c'est acheter du Solana plus le risque de faire confiance et de s'assurer que Marinade va pouvoir sécuriser ce token. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu un gros tip peg il y a quelques mois de MSOL par rapport à Solana. Et donc ça, en fait, ça représente un risque catastrophique pour nous. Si on vous donne un MSOL en croyant que vous allez acheter du Solana, puis vous voyez que tout d'un coup, il y a un DPEG, comme ça peut se faire sur les stablecoins aussi, en fait, vous voyez qu'il y a un gros risque fondamental qui se présente par ce mécanisme. Je ne vous dis pas que c'est impossible. Je crois que au fur et à mesure qu'il y a plus de maturité dans ce marché de liquid staking tokens, il y aura plus de résilience, il y aura plus d'audits, il y aura une meilleure infrastructure qui va se présenter. Et c'est le chemin qu'on va pouvoir prendre éventuellement. Malheureusement, aujourd'hui, je ne suis pas capable de donner une date. On monitor de façon très active et de proche. Puis j'espère que plus rapidement que tard, on va pouvoir l'implémenter. Mais à mon avis, c'est la façon de le faire, plutôt qu'aller vers un côté qui est très illiquide, où il y a beaucoup d'attentes, etc. Ok, moralité, le goût du risque, finalement, ou le goût de la sécurité, c'est quel est le prix de ce risque-là par rapport à ces mécanismes de liquid staking, de restaking, qui a beaucoup le vent en poupe actuellement, qui certains grands penseurs diront que c'est peut-être le prochain grand crack au niveau des solutions de crypto-monnaie et de ces blockchains par rapport à des problèmes de liquidité d'EPEG. Donc il faut comprendre qu'on l'a déjà vécu pour toutes celles et ceux qui sont avec nous aujourd'hui, probablement qui nous écoutent, et si vous ne le savez pas, ça peut être très intéressant d'aller jeter un œil du côté de Terra Luna, où lorsque les DPEG se mettent en place, parfois c'est extrêmement difficile de pouvoir être contrepartie et se porter contrepartie de ce type de mécanisme. Ça peut être aussi des hacks, ça peut être aussi des bridges qui sautent ou qui se font hacker, ça peut être divers risques, et est-ce que ce risque vaut vraiment le coup par rapport à des solutions aujourd'hui de staking qui sont proposées par Swissborg ou peut-être de non-staking qui ne sont pas proposées dans les thématiques, mais c'est toujours un ratio par rapport au risque-récompense qu'on pourrait prendre vis-à-vis du capital qu'on pourrait finalement bloquer pendant un certain temps. Ce sont des précisions extrêmement claires que nous a donné ici Dany. On comprend beaucoup mieux le pourquoi du comment. Et encore une fois, j'espère que ça évoluera dans le sens d'investisseurs peut-être plutôt plus avérés, qui sont de plus en plus nombreux sur ce marché, pour pouvoir leur proposer des solutions peut-être beaucoup plus risquées, j'ai envie de dire, d'investissement, mais que probablement que vous auriez un public et un public nouveau et un public périn par rapport à ce type d'initiative que vous pourrez faire. Merci pour ces explications. J'ai une dernière question pour toi, Dany, et puis je te laisserai éventuellement apporter d'autres questions si tu avais envie de partager quelque chose d'autre à la communauté. J'aimerais finir là-dessus. Toujours côté produit, on a la chance de t'avoir. Est-ce que tu pourrais nous dire, sans pour autant avoir une garantie prix, etc., aucune promesse, mais l'idée un petit peu personnelle que tu as par rapport à ton expérience chez Swissborg, quels sont les 2-3 grands chantiers, 2-3 grands produits que tu aimerais voir apparaître chez Swissborg dans les 2 prochaines années? Pas ceux qui sont prévus, mais ceux qui sont... Alors peut-être ceux qui sont prévus, et puis là tu nous donnes des exclus et on est très content de l'avoir, mais qu'est-ce que tu aimerais voir apparaître comme game changer par rapport à l'adoption croissante de Swissborg dans les 2 prochaines années par rapport à ta représentation personnelle? Je me suis rendu compte récemment que j'ai un peu la réputation, je ne sais pas si vous connaissez la réputation de Tom Holland, le Spider-Man au sein de l'écosystème Marvel. Il a tendance à donner des infos avant le temps et de spoiler un peu les films. On m'a fait comprendre que j'ai un peu la même réputation. Donc, pour faire face à cette réputation, on l'a justifié. Je vais quand même vous donner un petit alpha qui, moi, personnellement, m'excite beaucoup et un des produits qui va sortir très prochainement. Donc, et ça va être les ordres limites au sein de Swissborg. Je ne dirai pas aussi loin pour vous donner une date, mais une équipe qui est en train de finaliser le projet, qui est en pleine implémentation et construction même du produit et l'infrastructure. Et en fait, ça vous permettra de simplement, au sein de l'écosystème Swissborg, avec la même facilité que vous connaissez, de pouvoir mettre en place des ordres limites et donc de ne pas devoir rester devant l'écran et être sûr d'attraper le bon prix, sinon de vous-même mettre le prix et que l'échange se fera automatiquement quand ce prix sera atteint. Et s'il n'est pas atteint, effectivement, vous ne l'aurez pas. Mais en fait, c'est un des gros outils de trading, d'investissement que toute personne avec un peu d'expérience qui n'est pas tout à fait un amateur ou un novice recherche. Et c'est une des grandes lacunes qu'on a, pour être complètement franc avec vous, au sein de l'écosystème Swissborg. Et donc, ravi que ça va venir très prochainement.
Donc ça, c'est sans aucun doute un des gros produits sur lesquels j'ai très hâte et vers lesquels je regarde. Au-delà de ça, je crois c'est toute la roadmap en fait finalement qu'il faut qu'on prenne dans le, j'allais dire DeFi, mais c'est plus que le DeFi, c'est le on-chain. Je crois que ma conviction personnelle pour l'industrie même Web3, c'est que cette notion qu'on a aujourd'hui de échange centralisé n'existera plus dans 5-10 ans. Enfin, je l'espère parce que finalement, l'idée du Web3 d'un point de vue plutôt philosophique, c'est se dire on redonne le pouvoir et le contrôle de non seulement son argent potentiellement, mais de son identité, de ses activités à l'utilisateur même. Devoir passer par un intermédiaire comme un échange centralisé qui en fait prend en charge la responsabilité de ces données, que ce soit votre argent, que ce soit votre identité, est en quelque sorte un contresens. Donc, je crois que Swissborg est complètement prêt et mentalement déjà, il y a des discussions qui sont en train de se manifester au sein de la boîte pour commencer à regarder une roadmap qui est de plus en plus agressive pour du on-chain. Pourquoi pas dans un futur pas proche, mais j'espère pas trop longtemps non plus, avoir une application qui commence à migrer vers du on-chain, vers du self-custody, tout en gardant, en fait, le gros problème aujourd'hui du self-custody et du on-chain, c'est le problème de UX. C'est beaucoup trop facile pour le commun des mortels de perdre son argent, de se faire hacker, de succomber à un phishing attack. Il y a 3000 façons de perdre son argent en Web3 et en DeFi. Donc, du moment qu'il y a une entreprise comme Swissborg qui serait très bien positionnée pour prendre en face ce challenge de UX, de mettre en place une nouvelle infrastructure, une nouvelle expérience utilisateur on-chain, en fait, ça nous permettra de révolutionner vraiment la façon dont on regarde des échanges, dont on regarde des facilitateurs d'investissement comme Swissborg. Et donc, c'est tout ce côté-là, c'est très abstrait et très high level dont je parle, j'en suis conscient, mais il y a en fait un effort global qui est en train de se faire pour ramener Swissborg à long terme sur du Web3 et sur du on-chain direct. Et ça, à mon avis, ça va faire un grand changement et c'est tout à fait le mouvement que toute l'industrie va faire. Et celui-là qui arrive à être là en premier, avec un produit qui est très solide, va pouvoir faire un grand pas en termes d'adoption généralisée aussi. Oui, on en avait déjà parlé, c'est par rapport au MEX, finalement, de Swissborg, l'idée de pouvoir échanger n'importe quelle paire jusqu'à 3000 ou 4000 paires de crypto-monnaies sur la blockchain Solana on-chain en l'espace d'un instant. C'est ça, cette idée, en fait, de pouvoir directement interagir avec ces technologies-là en l'espace de quelques clics, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans aucune limitation de liquidité ou sans aucune limitation de disponibilité, puisque ce sera tout de suite et à un tout instant disponible pour n'importe quelle paire possible, imaginable, sur différents blockchain représentative. On parlait beaucoup de Solana et Swissborg s'inscrit pleinement dans cette logique-là. Il y en a d'autres, hein, bien évidemment, des solutions qui permettent de pouvoir apprécier ce type de révolution. Ouais, je pense que ça peut être clairement un cheval à prendre le plus tôt possible, mais à quel point c'est compliqué et à quel point c'est long et difficile à pouvoir manœuvrer, parce que ici, Swissborg se mettrait contrepartie de la résilience de ce type de produit, quoi. Tout à fait, en fait, c'est le challenge, c'est ça. C'est le manque de résilience d'ailleurs du on-chain pour le moment. Mais sans aucun doute, au fur et à mesure que l'infrastructure évolue, c'est sans aucun doute là où l'effort majoritaire va se concentrer, l'investissement aussi. Moi, j'irais même plus loin dans l'absolu. L'idée, pourquoi pas enfin, moi, je regarde toujours en Web3 quand je parle nous, on parle de wealth management en anglais. Donc, le wealth, en français, on appelle ça quoi, la fortune, son patrimoine, pardon, c'est un meilleur mot. Pour moi, le patrimoine, ça se compose de 3 différents éléments principaux en Web3. Donc, d'un côté, on a ses possessions, sa propriété, son argent, ses actifs, mais aussi son identité, donc qui on est, et aussi son activité. Donc là, surtout, la monétisation des data. Finalement, l'idée, ça serait si on fait une vraie gestion de patrimoine Web3 sens le plus large possible, en fait, on viendrait regrouper son patrimoine avec son identité et son activité dans une seule plateforme et pouvoir gérer tout cela en un seul fois, donc dans un seul écosystème. Pardon. Donc j'imagine que quand je parle à mon activité, en fait, l'idée, ça serait de donner un contrôle beaucoup plus simple et beaucoup plus direct sur qui fait quoi avec mes données que je génère online, que je génère on-chain, comment puis-je les monétiser moi-même. Donc c'est ce qu'on regarde aussi, ce qu'on perçoit avec le Web3 Gaming. Et pareil avec mon identité, qui suis-je? Quelle est la valeur ajoutée que je ramène? Donc, je prends ton exemple. Par exemple, toi, tu as une communauté énorme qui soutient ton projet. Vous êtes ensemble une force de frappe qui est pas non négligeable. Donc, ta présence dans un écosystème porte une certaine valeur. Ça fait partie finalement de ton patrimoine. Ça fait partie de ce que tu es, ce que tu possèdes. Donc, comment pourrais-tu mieux gérer ça? Comment peux-tu mieux monétiser cela
Tout cela fait partie de la vision Web3 long terme et je crois que c'est là où, enfin, je parle très loin, mais dans la prochaine décennie, c'est vers là qu'on va rentrer finalement cette narrative de DeSoc. Dans l'absolu, c'est cette idée que le Web3 aujourd'hui, il est hyper financialisé. C'est la financialisation du monde entier, c'est la tokenisation de tout ce qu'on peut, créer un marché secondaire liquide partout où on peut. Mais finalement, le Web3, c'est un mouvement qui est beaucoup plus pluraliste, dans le sens, c'est de créer une nouvelle façon de créer une société, de nouvelles façons d'interagir entre êtres humains et de pouvoir gérer justement qui on est et reprendre contrôle de sa vie en quelque sorte. Et je crois que ce message-là est très joli. On est encore très loin aujourd'hui, mais c'est vers ce côté-là que de plus en plus d'acteurs vont se diriger. Et j'espère que Swissborg aussi. Je crois que dans l'absolu, c'est la vision. Tu nous as donné le mot de la fin. Tu veux rajouter quelque chose? Et sinon, je conclus. Merci. Non, je crois qu'on en a parlé assez. J'ai toujours tendance. Je fais pas des réponses qui sont très courtes, donc je m'excuse pour tout le monde si c'est un peu long. Mais voilà, merci pour votre attention et c'était un vrai plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour la première fois. Et puis j'espère que voilà, pour le répéter dans le futur. Bah, je pense qu'il y aura beaucoup de questions dans les commentaires. On se fera un plaisir d'y répondre. Mais Dany, sans plus attendre, je te donne rendez-vous d'ici un an pour refaire un point sur tout ce qu'on a pu dire aujourd'hui. Est-ce que oui ou non, ces évolutions se sont pourquoi pas concrétisées? Si vous souhaitez rejoindre ces thématiques-là, puisque c'était aussi le but de cette intervention, de parler de ces thématiques par rapport à Swissborg qui continue à agrémenter et à fournir nos patrimoines d'investissement, vous avez tous les liens dans la description. Vous aurez d'ailleurs le droit à un airdrop, c'est jusqu'à la fin de la semaine, me semble-t-il. Je crois que c'est jusqu'à vendredi soir. Tu confirmeras, Dany, par rapport à la possibilité d'investissement pour recevoir un airdrop du token XBG. Si vous voulez participer à la pre-sales d'Xborg, je vous mets aussi les liens dans la description. On avait déjà fait une vidéo, je vous la remets également en haut à droite. Et sinon, rendez-vous dans le Discord si vous avez la moindre question. Avec grand plaisir d'échanger avec vous. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'on vous a encore une fois apporté beaucoup de valeur. Dany, merci infiniment pour ton temps. Je donne rendez-vous d'ici un an parce que je sais qu'on avait tellement de choses à se dire et on aurait pu continuer pendant 1 heure à discuter, mais on peut malheureusement pas trop vous prendre non plus à vous de la communauté du temps. On aura l'occasion de se retrouver. Ciao à tous. Merci, au revoir.